Lors du dîner de Noël, mon frère a tenté de m'humilier devant ses amis en se vantant de sa réussite. Mais j'ai révélé qu'il vivait gratuitement dans ma propriété depuis 3 ans. Le silence s'est alors installé. Si vous avez déjà assisté à un dîner de famille où un faux sourire masquait une décennie de ressentiment, vous comprendrez. Je m'appelle Antoine. J'ai 33 ans et je possède une petite entreprise immobilière dans une ville de taille moyenne, comme Rennes. Rien de tape à accent grave-l'œil. Pas de jet privé ni de Bugatti. Juste quelques appartements, un triplex, et une vieille maison que j'ai héritée de mon grand-père, que j'ai rénovée et transformée en logement locatif. Je ne porte pas de montre de luxe et je ne poste pas sur Instagram. Je fais juste mon travail, paie mes impôts et reste discret. Mais dans ma famille, cela faisait de moi l'original. En grandissant, mon frère aîné, Romain, était le garçon en or. 2 ans de plus que moi et bâti comme le genre de gars qui a connu son apogée au lycée et qui désespérait de continuer à la vivre. C'était le type classique du capitaine de l'équipe de rugby avec un sourire suffisant, des dents parfaites et un talent naturel pour charmer quiconque dans un rayon de 3 mètres, à moins qu'on ne le connaisse bien. Mes parents l'ont toujours choyé comme s'il était la seconde venue d'un prodige de la bourse, même s'il n'a jamais vraiment gardé un emploi plus d'1 an. Moi, en revanche, j'étais le silencieux. Le rat de bibliothèque, le gamin qui restait dans sa chambre à réparer de vieux ordinateurs portables pendant que Romain était dehors à boire de la bière en douce et à lancer des ballons. Mes parents aimaient plaisanter en disant que je vivais dans ma tête tandis que Romain vivait dans le monde réel. Drôle de voir comment le monde réel vous rattrape quand vous arrêtez de vous reposer sur vos lauriers. Après le lycée, Romain a essayé quelques trucs. Le marketing, la revente de voitures, une brève tentative de lancement d'une agence de conseil qui consistait essentiellement à envoyer des emails à tous ses contacts pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide pour se développer. Rien n'a collé. Pendant ce temps, j'ai travaillé 2 emplois à temps partiel pendant mes études, obtenu un diplôme en finance, et passé mes week-ends à apprendre la rénovation de maisons sur YouTube et auprès d'un vieil homme, Monsieur Dubois, un propriétaire qui me payait en pizza et en conseils sur le plâtre. Quand Papy Jacques est décédé et m'a laissé la vieille maison couverte de vignes où il vivait, tout le monde a pensé que c'était un fardeau. Romain a même ri, « Tu vas vivre dans cette cabane hantée, Antoine ? Fais-moi signe quand elle s'écroulera. J'apporterai des guimauves. » Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et me suis mis au travail. Ça m'a pris plus d'1 an, mais j'ai rénové toute la maison de fond en comble. Nouvelle plomberie, nouvelle cuisine, toiture, isolation, sol, peinture, tout y est passé. J'ai vécu dans l'unité du haut et j'ai loué celle du bas à un couple de professeurs discrets. C'était ma première vraie propriété. La première chose qui était vraiment à moi. Le plus drôle, c'est que Romain était toujours trop occupé à faire du bruit pour remarquer ce que je construisais en silence. La dynamique familiale n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Les vacances, c'était le même scénario, une année différente. Maman rôtissait une dinde. Papa nous interrogeait tous sur notre progression professionnelle. Romain arrivait en retard avec une nouvelle petite amie et une nouvelle idée pour devenir riche rapidement. Et moi, je restais là, à couper ma viande et à siroter du vin, essayant de ne pas laisser leurs compliments empoisonnés m'atteindre. Antoine fait son petit truc immobilier, disait maman. Il est modeste, ajoutait papa. Romain est juste entre 2 opportunités. Il a un vrai talent de leader. L'année dernière, cependant, quelque chose a changé. Au printemps, Romain m'a appelé à l'improviste. Ça n'arrivait jamais. S'il envoyait un texto, c'était généralement pour me demander si je pouvais lui prêter quelques centaines d'euros pour une urgence, ce que je faisais rarement maintenant. Mais cette fois, il a appelé. « Salut mec », a-t-il commencé, la voix anormalement décontractée. Mon bail se termine et je suis un peu entre 2 logements. En bref, le gars chez qui je logeais s'est remis avec son ex et j'ai besoin d'un endroit pour environ 2 semaines, juste le temps de trouver mes marques. J'étais sur le point de dire non. Chaque partie de moi voulait dire non, mais j'ai pensé à l'unité supplémentaire que j'avais. Une de mes propriétés venait d'être libérée. Ce n'était rien de spécial, mais c'était propre, meublé et calme. J'ai hésité, puis j'ai dit, d'accord. 2 semaines. C'est tout. Il est arrivé cette nuit-là avec une petite amie, une guitare et 6 cartons d'affaires. Pas de loyer, aucune offre d'aide pour les charges, aucun respect des limites. En 3 jours, les voisins m'appelaient pour se plaindre du bruit. À la fin du mois,
il avait rempli le réfrigérateur de bière, organisé une fête et laissé de la graisse de pizza sur les stores. Quand je l'ai confronté, il a juste haussé les épaules. Je pensais que tu avais dit que cet endroit était vide, mec. Quel est le problème? Tu n'habites même pas ici. C'est une location, Romain. Je t'ai laissé rester ici par faveur. Il m'a écarté d'un geste de la main. D'accord, d'accord. Je vais nettoyer. Calme-toi. Mais il n'a pas nettoyé. Pas une seule fois. Je lui ai donné un accord écrit le lendemain, un formulaire de locataire simple avec un petit loyer mensuel. Il a ricané en le voyant. Tu me fais vraiment payer un loyer? Je l'ai regardé. Je ne gère sérieusement pas une œuvre de charité. Il l'a signé avec un panache exagéré, marmonnant quelque chose à propos du fait que je n'étais plus aussi décontracté qu'avant. Les 2 semaines se sont transformées en 3 mois, puis 6, puis 1 an. Chaque fois que j'abordais la question du loyer, il me sortait une histoire triste ou esquivait la conversation. Quand j'insistais, il jouait la carte de la famille. Tu vas vraiment expulser ton propre frère? Et mes parents, ils n'aidaient pas. Romain a eu une période difficile, disait maman. Sois compréhensif. Tu as tellement de propriétés maintenant. Tu ne peux pas lui donner un peu de répit? C'était comme si j'étais le méchant parce que j'avais ma vie en ordre. Comme si la réussite me rendait égoïste. Chaque conversation était émaillée de piques passives-agressives. Papa disait des choses comme « Certains recherchent la stabilité, d'autres la grandeur ». Je savais de qui il parlait. J'ai arrêté d'assister au dîner pendant un certain temps après ça. Mais ensuite vint Noël. L'air était vif ce soir-là, les routes saupoudraient de neige. La maison de mes parents sentait la cannelle et le jambon, et des rires résonnaient dans les couloirs quand je suis arrivé. Romain était déjà là, installé sur le canapé avec un verre de vin et un air suffisant. Sa nouvelle petite amie, une blonde du genre influenceuse des réseaux sociaux, était perchée à côté de lui, riant un peu trop fort à tout ce qu'il disait. Je leur ai fait un signe de tête et suis allé aider maman dans la cuisine. Le dîner a commencé assez civilement. Dinde rôtie, gratin de haricots verts, purée de pommes de terre, le tout. La table était pleine. Quelques parents éloignés, des amis de la famille, et même quelques-uns des copains de Romain de l'université qui étaient passés en ville. Je suis resté discret, mâchant tranquillement pendant que la conversation rebondissait entre les nouvelles professionnelles, les projets de mariage et les prix de l'immobilier. C'est là que Romain a levé son verre. Il ne l'a pas tapé, n'a pas demandé l'attention. Il l'a juste levé au milieu d'une phrase, souriant comme s'il venait d'avoir une idée brillante. Vous savez, a-t-il dit, balayant la table du regard. Certains d'entre nous travaillent vraiment dur et possèdent des biens. Ses amis ont ri bruyamment. Trop bruyamment. L'un d'eux a même applaudi. Et Romain, il m'a regardé droit dans les yeux, sans cligner, juste en souriant comme s'il avait gagné quelque chose, comme si j'étais censé me sentir gêné. J'ai senti tous les regards se tourner lentement vers moi. Ma fourchette était toujours dans ma main. Mon verre de vin à quelques centimètres. Mon pouls n'a pas augmenté, mais quelque chose a changé en moi. Quelque chose de froid et de précis. J'ai pris mon vin, j'ai pris une longue gorgée et j'ai souri. Oh, tu parles de cette propriété, ai-je dit, ma voix calme. J'ai sorti un document plié de la poche de ma veste et je l'ai posé sur la table. Celle où tu as vécu, gratuitement, pendant les 3 dernières années. Elle est à mon nom. Le silence fut immédiat, le genre qui vous presse les oreilles. La petite amie de Romain s'est figée à mi-bouchée. Un de ses amis s'est étouffé avec sa boisson. La main de ma mère a plané au-dessus de la saucière comme si elle avait oublié à quoi elle servait. Et Romain, écarlate, la mâchoire serrée comme si quelqu'un lui avait retiré le sol sous les pieds. Il n'a pas dit un mot de toute la nuit. Mais ce n'était que le début. Après ce dîner de Noël, je pensais que Romain se ferait discret pendant un moment. Peut-être qu'il ferait ses bagages, déménagerait, se reprendrait en main. Je n'attendais ni remerciements ni excuses. Je le connaissais mieux que ça. Mais je pensais qu'au moins l'embarras public le motiverait. Au lieu de cela, cela n'a fait qu'empirer les choses. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de ma mère. Antoine, a-t-elle dit, le ton sec. J'ai entendu ce que tu as dit à Romain au dîner. Je me suis penché en arrière sur ma chaise.
Oui, et alors? Tu l'as humilié, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste droit au but. Devant ses amis, sa petite amie. J'ai énoncé un fait, ai-je répondu calmement. C'est lui qui a commencé. Il a fait une pique. Tu as embarrassé ton frère, a-t-elle coupé. Et à Noël, qui plus est. Était-ce nécessaire? J'ai attendu un instant. Tu le défends sérieusement? Elle a soupiré comme si j'étais épuisant. Tu as toujours été si rigide, Antoine. Si obsédé par les règles et les détails. Romain essaie. D'accord. Il n'a juste pas eu les mêmes avantages que toi. Cette partie m'a sidéré. J'ai même ri une fois. Des avantages? Comme quoi? Les prêts étudiants? Travailler pendant mes études, rénover cette maison à la main pendant que Romain faisait quoi exactement? Ne hausse pas le ton. Je ne le fais pas. Je me suis arrêté. J'ai pris une inspiration. Tu réalises que je l'ai laissé vivre dans ma propriété gratuitement pendant presque 3 ans, n'est-ce pas? Sais-tu combien cela m'a coûté en manque à gagner? Tu gagnes assez, a-t-elle claqué. Ne sois pas mesquin. Celle-là a fait mouche. Non pas parce que je me souciais de son opinion, mais parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. À ses yeux, ma réussite n'a pas valu le respect. Cela a fait de moi un méchant. Plus j'avais, plus on s'attendait à ce que je donne. Pas de limite, pas de reconnaissance, juste une tolérance sans fin pour le désordre de Romain parce que je pouvais me le permettre. J'ai raccroché sans un mot. Après cela, les choses sont passées de guerre froide à sabotage actif. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à la propriété où logeait Romain pour faire un contrôle de routine. Je n'y étais pas allé depuis des mois. J'avisais généralement avant de venir, mais cette fois-ci, non. Légalement, je n'avais pas à le faire. J'en étais le propriétaire. Et quelque chose me disait que je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai immédiatement remarqué 2 nouvelles traces de pneus traversant la pelouse. Des emballages de fast-food coincés dans les haies. Une lampe de Porsche cassée. J'avais l'estomac noué. À l'intérieur, l'endroit semblait avoir été saccagé. Des vêtements partout. Des canettes de bière vides sur le sol. Un trou dans le placo de la taille d'un ballon de football. Le canapé. Mon canapé était déchiré aux coutures comme si quelqu'un l'avait éventré au cutter. Des plats empilés dans l'évier. Une odeur forte et moisie provenant de la salle de bain. Et au milieu de tout ça, le chien de Romain. Un énorme pitbull croisé avec plus de muscles que de cerveau. Non dressé, non propre. L'endroit sentait l'urine. Je ne savais même pas qu'il avait un chien. J'ai pris des photos de tout. Chaque pièce, chaque tache, chaque fissure et chaque appareil cassé. Je n'étais même pas en colère. J'étais engourdi. J'avais été plus généreux que je n'aurais dû. Je lui avais donné du temps, de l'espace et ma confiance. Et c'est ce que j'ai eu en retour. Je suis parti sans lui parler. Je lui ai juste envoyé les photos par email ce soir-là avec un mot, vous avez 30 jours pour partir. Pas de négociation, pas de prolongation. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est présenté à mon appartement 2 jours plus tard, frappant à la porte comme un huissier. J'ai ouvert une fente. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Je dois savoir ce qui ne va pas avec toi, bordel, a-t-il claqué, la voix déjà élevée. Tu penses que tu peux juste me virer comme ça? C'est ma propriété, Romain. Tu l'as détruite. Il a ricané. Tu ne t'en es jamais soucié avant. Maintenant, tout d'un coup, tu te comportes comme un propriétaire. J'ai toujours été le propriétaire, ai-je dit. Tu as juste fait semblant du contraire. Je suis ton frère, ce qui explique que tu as eu 3 ans de loyer gratuit, et maintenant tu es dehors. Il est resté là, secouant la tête comme si j'étais le fou. Tu as changé, mec. Tu étais cool avant. Tu veux dire que je te laissais marcher sur les pieds? Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu penses que tu es meilleur que moi juste parce que tu as eu de la chance avec une vieille maison et quelques locations. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé.
Le sweat à capuche trop grand, les baskets de marque, les yeux injectés de sang, et cette même suffisance maintenant fissurée sur les bords. Tu as 30 jours, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des SMS de membres de ma famille. Tante Jeanne, oncle Robert, même ma cousine Cécile. Toutes des variantes du même thème, salut, j'ai entendu dire que tu virais Romain. C'est vrai? Ton frère traverse une mauvaise passe. Tu ne peux pas l'aider un peu plus longtemps? Ce n'est qu'un logement. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Chaque message me faisait sombrer un peu plus profondément dans cette étrange réalité inversée. Dans quel monde étais-je le méchant pour faire respecter le respect élémentaire et les droits de propriété? Puis vint la trahison. Une semaine avant l'échéance de Romain, je suis passé à la propriété pour confirmer qu'il déménageait. J'ai frappé. Pas de réponse. Quand j'ai ouvert la porte, je m'attendais à voir des cartons, peut-être des signes de déménagement. Au lieu de cela, je suis entré dans ce qui ressemblait à une fête en pleine effervescence. Musique à fond, lumière clignotante. Au moins une douzaine de personnes entassées dans le salon, des gobelets rouges à la main, riant comme s'ils étaient chez eux. Romain était au centre, chemise à moitié déboutonnée, bras autour de 2 filles, souriant comme s'il était le roi du château. Quand il m'a vu, son sourire n'a pas faibli. « Antoine » a-t-il crié par-dessus la musique. « Tu es venu, frérot. »« C'est quoi cette fête de départ » a-t-il dit avec désinvolture. J'ai pensé que j'allais profiter au maximum du temps qu'il me reste. « Tu devrais prendre un verre. » Je l'ai juste regardé fixement. « Tu as invité des inconnus dans ma maison. » Il s'est penché, souriant. « Ton nom est peut-être sur les papiers, mais cette maison, elle a mon âme dans les murs, mec. » Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai appelé la police depuis ma voiture, j'ai signalé une plainte pour tapage nocturne. Au moment où les flics sont arrivés, j'étais garé dans la rue, observant de loin les gens sortir en trébuchant, se plaignant, riant, confus. Romain n'avait pas l'air si suffisant alors. Mais la vraie trahison est arrivée le lendemain matin. Je me suis réveillé avec un message vocal de mon père. « Antoine, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Tu as appelé les flics sur ton propre frère. Il est humilié. Sais-tu ce que ça donne aux voisins? À la famille? Tu vas trop loin. J'attends de toi que tu t'excuses et que tu le laisses rester jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel endroit. » Je n'ai pas écouté le reste. Quelque chose en moi a finalement cédé. Toutes ces années à être de second rang. Toutes les fois où l'on s'attendait à ce que je m'adapte, à ce que j'absorbe, à ce que je fasse de la place au désordre de Romain. Les culpabilisations, le silence, le fait que personne ne lui ait jamais dit qu'il avait tort. Pas une seule fois. Et maintenant, quand j'ai enfin tracé une ligne, j'étais le méchant. Non, plus maintenant. J'ai attrapé un dossier dans mon tiroir. À l'intérieur se trouvaient les contrats de location originaux, les photos d'inspection, les documents légaux, tout ce dont j'avais besoin pour déposer une demande d'expulsion formelle avec dommages et intérêts. Je ne le virais plus seulement. Je le traînais en justice. Mais avant que je puisse déposer, quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Une trahison si profonde qu'elle a fait passer tout le reste pour une farce. C'était un samedi après-midi quand j'ai reçu l'appel. Pas de Romain. Pas de mes parents, mais de ma gérante immobilière, Carla. « Antoine » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je viens de faire une visite de l'appartement. L'unité de Romain. C'est parti. » J'ai cligné des yeux. Parti. Il l'a démoli. Appareils électroménagers, luminaires, même le câblage. Il a arraché les tuyaux en cuivre. Mon sang s'est glacé. Tu plaisantes. J'aimerais bien. C'est en ruine. Il l'a dépouillé comme s'il revendait une voiture volée. Ce n'était pas juste du vandalisme. C'était du vol. Je me suis rendu immédiatement sur place. La porte d'entrée était déverrouillée. L'intérieur ressemblait à une zone de guerre. Armoire disparue, réfrigérateur manquant, trous dans les murs, fils exposés, tuyaux coupés, laissant fuir l'eau sur le sol. C'était une perte totale. Je me suis tenu au milieu des décombres et j'ai juste regardé. Pas en colère, pas même triste, juste vide.
Il ne m'avait pas seulement manqué de respect. Il avait déclaré la guerre. Et le meilleur, il avait laissé derrière lui quelque chose qu'il ne voulait pas, quelque chose que je pouvais utiliser, quelque chose qui allait tout changer. Je n'ai pas quitté la propriété avant des heures. Pas au début. Je me tenais dans cette coquille en ruine de ce qui était autrefois une maison habitable, ma maison, et je regardais fixement. Les fils pendant du plafond, les tuyaux sciés, les empreintes de boue sur ce qui était autrefois mes planchers de bois francs rénovés, la prise vide où se trouvait la cuisinière, les luminaires manquants, les carreaux cassés dans la salle de bain. Il y avait même des morceaux de verre brisés dans l'évier, comme si quelqu'un avait jeté un verre contre le miroir et avait juste laissé les éclats comme signature. Romain n'avait pas simplement déménagé. Il avait vidé l'endroit comme une équipe de démolition après une saisie. Mais le pire n'était pas les dégâts. C'était le fait qu'il l'avait planifié. Ce n'était pas une crise de colère de dernière minute ou une erreur d'ivrogne. Il y avait une intention. Je pouvais le voir dans la façon dont chaque appareil avait été soigneusement dévissé et retiré. Chaque tuyau en cuivre coupé net. Chaque pièce de valeur récupérable dépouillée et emportée. C'était méthodique. Je le connaissais assez bien pour deviner comment cela s'était passé. Il a probablement appelé quelques amis, peut-être loué une camionnette, et s'est dit que c'était une vengeance, qu'il prenait ce qui lui était dû. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas crier. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le ronronnement des pneus sur le pavé et mes propres pensées en spirale. Je savais que cela allait coûter cher. Les réparations seules coûteraient des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros. Et pire encore, cela signifiait au moins 2 ou 3 mois de revenus perdus pendant que je remettais tout en ordre. L'assurance pourrait en couvrir une partie, mais je connaissais Romain. Il était assez intelligent pour faire en sorte que cela ressemble à un abandon. Peut-être dirait-il qu'il nettoyait juste ou que les choses étaient déjà cassées. Mais il a fait une erreur. Il a laissé un reçu, un morceau de papier plié, froissé et légèrement taché, glissé entre le réfrigérateur et le mur. Un reçu d'un prêteur sur gage local daté de 3 jours auparavant. Je ne l'aurais pas remarqué si je ne m'étais pas penché pour vérifier le câblage. Il énumérait 3 articles, four en acier inoxydable, réfrigérateur Schneider et un luminaire en laiton vintage, tous retrouvés à l'unité. Tous vendus sous le nom complet de Romain. Ce reçu était la fissure dans le barrage, et j'allais pousser jusqu'à ce que tout éclate. Pourtant, le mal était fait. Et pendant un moment, j'ai sombré. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles que j'ai connues depuis des années. Non seulement financièrement, mais émotionnellement. La propriété est restée vacante en ruine. Je ne pouvais même pas me résoudre à la répertorier pour les réparations. Chaque fois que j'ouvrais le dossier sur mon ordinateur portable, je ressentais ce mélange de rage, de honte et d'épuisement. Je repensais aux conversations avec ma mère, mon père, tous les proches qui avaient pris le parti de Romain sans hésitation. Chaque culpabilisation. Chaque fois qu'il me traitait de rigide ou de mesquin pour avoir fait respecter les limites. Chaque fois qu'il me disait d'être la personne la plus grande alors qu'en réalité il voulait dire tais-toi et accepte. J'ai commencé à sauter des repas, à dormir à des heures étranges, à ignorer les emails. Mes autres propriétés fonctionnaient toujours. Les locataires payaient à temps. Les demandes d'entretien arrivaient, mais je gérais à peine. J'ai laissé Carla, ma gérante immobilière, s'occuper de la plupart des choses. Elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas insisté. J'étais fatigué, pas physiquement, existentiellement. Une nuit, environ un mois après l'effraction, je me suis retrouvé assis dans le noir avec un verre de whisky à la main, fixant mon téléphone. Mes doigts planaient au-dessus de ma liste de contacts. J'ai pensé à appeler Romain, pas pour lui crier dessus, pas même pour lui demander pourquoi, juste pour entendre quelque chose, une sorte d'explication, un fil pour m'aider à comprendre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai éteint l'écran et posé le verre. C'était le point le plus bas. Non pas la trahison elle-même, mais le sentiment que je l'avais laissé se produire. Qu'en essayant de faire ce qu'il fallait, j'avais été pris pour un idiot. Que d'une manière ou d'une autre, malgré tout mon travail, ma patience et ma générosité, j'avais fini par être le méchant de ma propre histoire. Et Romain, celui qui avait causé les dégâts, s'en sortait avec de la sympathie et une poche pleine d'argent de prêteur sur gage. Mais voici ce qu'il en est d'atteindre le fond du gouffre. On ne peut pas couler plus bas. On commence à creuser,
ou si on a de la chance, on réalise qu'il est temps de construire. La première étape fut petite, presque pathétique, vraiment. Je me suis forcé à retourner à la propriété, non pas en victime, mais en propriétaire. Je suis entré avec un carnet de notes et un appareil photo. J'ai commencé à dresser la liste de chaque dégât, de chaque réparation nécessaire, de chaque accessoire à remplacer. J'ai tout détaillé, jusqu'au dernier carreau ébréché. La liste était longue, accablante, mais à chaque note que j'écrivais, je sentais un regain de contrôle. L'étape suivante, déposer la demande d'indemnisation. J'ai compilé les preuves, photos, vidéos, le reçu du prêteur sur gage, le SMS de Romain où il faisait allusion à prendre ce qui lui appartenait. J'ai fait des copies de tout, j'ai soumis le dossier. Il a fallu près de 2 semaines pour obtenir une réponse, mais quand l'expert a appelé, elle a été directe. Honnêtement, a-t-elle dit, c'est l'une des demandes les plus complètes que j'ai vues. Cela prendra encore du temps, mais ça semble solide. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit. J'ai également embauché un entrepreneur, pas n'importe quel entrepreneur, le neveu de Monsieur Dubois, Lucas. Le même Monsieur Dubois qui m'a appris à poser du placo et à sceller des tuyaux quand j'avais 21 ans et que j'étais fauché. Lucas avait repris l'entreprise familiale et avait accepté de donner la priorité à ma propriété. Il a fait le tour avec moi, calepin à la main, et a secoué la tête. Celui qui a fait ça te détestait vraiment. Pas détestait, ai-je dit. Il s'attendait juste à ce que je ne me batte jamais. Il a hoché la tête. Alors prouvons-lui le contraire. Pendant que les réparations étaient en cours, j'ai tranquillement commencé à reconstruire autre chose aussi, moi-même. J'ai recommencé à manger régulièrement, j'ai nettoyé mon appartement, j'ai commencé à faire des promenades matinales juste pour sentir l'air et laisser mon esprit respirer. J'ai répondu aux SMS d'anciens amis, pris un café avec une ancienne camarade de classe qui travaillait dans le droit immobilier et lui ai demandé, purement hypothétiquement, quel type de recours juridique j'aurais contre quelqu'un qui avait volé des appareils électroménagers et vandalisé une maison dans laquelle il vivait sans bail valide. Elle s'est penchée en avant. Vous auriez un dossier en béton, surtout si vous pouvez prouver que c'était intentionnel et financièrement dommageable. Tribunal civil, peut-être même des accusations criminelles si vous insistez. Je n'ai pas dit grand-chose en réponse, j'ai juste souri et siroté mon café. En même temps, j'ai examiné attentivement mes autres propriétés. L'une avait un sous-sol qui fuyait que j'avais remis à plus tard. Une autre avait un chauffage obsolète. Au lieu de les traiter comme des corvées, je les ai reconsidérés comme des investissements en moi-même. Chaque réparation, chaque mise à jour, c'était moi qui reprenais possession de mon espace, de mon nom, de ma valeur. J'ai embauché de meilleurs entrepreneurs, augmenté mon fonds d'urgence, et même suivi un cours en ligne sur le droit locatif juste pour combler mes lacunes. Plus je travaillais, plus je réalisais à quel point j'avais laissé le chaos de Romain définir mes limites. Je gardais tout secret, mes revenus, mon entreprise, mes objectifs, parce que je ne voulais pas paraître arrogant. Je ne voulais éclipser personne, surtout pas lui. Mais maintenant je le voyais clairement. Ce silence m'avait coûté plus que de l'argent. Il m'avait coûté la paix. Et ça n'arriverait plus. Au début du printemps, l'unité vandalisée n'était pas seulement réparée, elle était améliorée. Toute nouvelle cuisine, tout en acier inoxydable. Plancher stratifié qui ressemblait à du vrai bois dur, éclairage économe en énergie, même un nouvel aménagement paysager extérieur avec une pelouse tondue et des lampes solaires de jardin. Je l'ai mise en location un vendredi après-midi. Le dimanche, j'avais 12 demandes. Et le lundi, j'ai signé avec une locataire, une institutrice d'âge moyen nommée Denise, qui voulait vivre plus près de ses petits-enfants. Responsable, revenu stable, référence élogieuse. Elle m'a remercié 3 fois pendant la visite, et j'ai presque versé une larme quand elle m'a remis le chèque de dépôt. C'était plus qu'une nouvelle locataire. C'était une preuve. Preuve que ce que Romain avait essayé de détruire pouvait être reconstruit, encore plus fort qu'avant. J'aimerais pouvoir dire que l'histoire se termine là, avec un succès discret et un sentiment de clôture. Mais ce n'est pas le cas. Car au moment même où je m'installais dans ce nouveau rythme de paix, de stabilité et de progrès, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une seule page à l'intérieur. Tapé, tu crois que c'est fini? Tu n'es pas meilleur que moi. Tu as juste eu de la chance. Tu verras.
Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Et ça, c'était la dernière erreur qu'il a faite parce que j'avais reconstruit en silence. Et ce qui a suivi? N'allait pas être silencieux. La lettre est restée sur ma table de cuisine pendant 3 jours. Je ne l'ai pas touchée après l'avoir lue. Je n'en ai parlé à personne non plus. Ni à Carla, ni à Lucas, ni même à mon cousin Grégoire, qui était l'un des rares membres de la famille à me soutenir encore. Elle était juste là, papier blanc, encre noire, pliée en deux comme un défi que je n'étais pas censé remarquer. Tu verras. Ce n'était pas une menace au sens traditionnel du terme. Pas de violence physique, pas de détails, mais c'était destiné à me perturber, à me rappeler que Romain croyait toujours avoir le dernier mot. Qu'il croyait toujours que j'étais le même frère avec qui il avait grandi, celui qui avait reculé. Rester silencieux. Passer à autre chose. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Pas des appels en colère. Pas de cris. Juste une approche lente et méthodique des personnes sur qui je ne m'étais pas appuyé depuis des années. Des personnes que j'avais aidées au fil du temps, discrètement, sans tenir de compte. Un inspecteur immobilier que j'avais recommandé gratuitement à l'oncle d'un ami, une avocate à qui j'avais référé 3 clients sans frais de recherche, un locataire d'il y a 3 ans qui travaillait dans la cybersécurité et qui m'avait dit un jour, si quelqu'un te fait du mal, je suis là pour toi. Il s'avère que les faveurs s'accumulent et quand on en demande une, les gens répondent présent. Mais avant de faire quoi que ce soit de public, je voulais des informations. Première étape, j'ai rendu visite au prêteur sur gage figurant sur le reçu que Romain avait si gentiment laissé derrière lui. L'endroit ressemblait exactement à ce à quoi on s'attendait. Enseigne aux néons clignotantes, fenêtres grillagées, odeur de vieux plastique et de désespoir à l'intérieur. Le type derrière le comptoir était costaud, chauve, avec le genre d'yeux qui vous scannait de haut en bas et ne manquait rien. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. J'ai sorti le reçu, l'ai aplati sur le comptoir, cherchant des informations sur cette transaction. Ces articles ont été volés à ma propriété. Il l'a plissé des yeux, puis a sifflé doucement. Ah, ce type. Oui, je me souviens de lui. J'ai haussé un sourcil. Il vient souvent. 3 fois en une semaine. Il a apporté toute une cuisine. Il a dit qu'il aidait un propriétaire à vider une propriété condamnée. Il avait aussi des papiers. Une sorte de lettre tapée lui donnant la permission. Je l'ai regardé. Vous avez acheté des appareils électroménagers à un type qui affirmait que la maison était condamnée? L'homme a haussé les épaules. J'ai vu pire comme histoire. Les gens vident de vieilles locations tout le temps. Ça semblait légitime. Mais si c'était volé, j'ai peut-être encore quelques-uns des articles à l'arrière. Vous les rendriez? Techniquement, si c'est prouvé volé et que vous déposez les bons documents, oui, mais j'ai besoin d'un rapport de police et d'une sorte d'inventaire. Je l'ai remercié et je suis parti. Deuxième étape, je suis allé à la police. J'ai déposé un rapport complet, photos, vidéos, capture d'écran de SMS, le reçu, même la lettre qu'il m'avait envoyée. Ce n'était pas l'arme du crime, mais le détective au bureau, le sergent Bernard, l'a pris au sérieux, surtout les photos du câblage en cuivre dénudé et des tuyaux coupés. C'est un délit grave, a-t-il dit, feuilletant le dossier. Nous parlons de vol, de vandalisme, peut-être même d'effraction selon le statut du bail. Il y vivait. Je lui ai donné un préavis. Il n'a jamais formellement déménagé. Alors ce n'était pas un abandon. C'était calculé. Il m'a regardé, pensif. Voulez-vous porter plainte? Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité, c'est que je ne me souciais pas de voir Romain derrière les barreaux. Ce n'était pas ce que je voulais. La prison ne lui apprendrait rien. Il trouverait juste un moyen d'en faire une histoire triste. L'homme lésé par son frère avide, enfermé pour avoir essayé de récupérer ce qui lui appartient. Non, je voulais quelque chose de différent, quelque chose de durable, quelque chose de poétique. Je veux déposer le rapport, ai-je dit. Mais attendons avant les prochaines étapes. Pour l'instant. Il a hoché la tête. Compris. Vous aurez besoin d'un avocat si vous poursuivez cette affaire. J'en ai déjà un, ce qui m'amène à la 3e étape, Juliette Moreau. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner dans un café tranquille en face du palais de justice. Juliette était intelligente, une 30aine d'années,
un blazer gris acier, les cheveux tirés en un chignon serré. Elle ne perdait pas de temps en civilité. Vous déposez au civil ou au pénal? Les deux potentiellement, mais je suis plus intéressé par le timing. Elle s'est penchée en avant. Le timing. Je veux savoir exactement comment et quand je peux agir, quel genre de preuve tiendra, quel genre de levier je peux utiliser légalement. Je n'essaie pas de le détruire. J'essaie de mettre fin à la narration. Juliette a souri. C'est plus froid que la plupart de mes clients. J'aime ça. Elle a expliqué le processus. Une action civile pour dommages et intérêts, facile à déposer. Avec les photos et les rapports d'inspection, j'avais plus qu'assez pour qu'un juge statue en ma faveur. Le vol, cela pourrait aller au pénal selon l'intérêt du procureur. Mais l'option la plus convaincante était la pression stratégique basée sur les actifs. Est-ce qu'il possède quelque chose à son nom? A-t-elle demandé. Peu probable. Il a fait du canapé surfing et a joué sur la sympathie pendant des années. Elle a hoché la tête. Alors nous ciblons son mode de vie, sa réputation, son crédit, ses dossiers publics. Une fois qu'il sera servi, il réglera où se cachera. Mais de toute façon, nous lui ferons assumer les conséquences. C'est là que j'ai mentionné la lettre. Elle l'a lu 2 fois. C'est vague, effrayant, pas vraiment une menace, mais si nous pouvons le lier à lui, cela renforce le motif. J'ai sorti mon téléphone. Une dernière chose, j'ai demandé à un ami de faire une analyse des métadonnées sur quelques emails que Romain m'a envoyés l'année dernière. Il utilisait le même formatage de signature que cette lettre. Même police, même interligne. Juliette a souri. Bien. Très bien. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé avec elle pour préparer le procès en toute discrétion, délibérément. Mais je ne voulais pas seulement une action en justice. Je voulais un règlement de compte. J'ai donc commencé à travailler sur un deuxième angle, l'exposition. Et pour cela, j'avais besoin de quelqu'un qui connaissait le cercle actuel de Romain. J'ai appelé mon cousin Grégoire. Grégoire et moi n'avions jamais été proches en grandissant. Il était plus porté sur les jeux vidéo et l'école de cinéma, tandis que je me plongeais dans les tableurs et les plans d'étage. Mais nous nous étions reconnectés il y a quelques années quand il avait besoin d'un emploi, et je l'avais recommandé à un ami dans l'immobilier commercial. Il avait déménagé dans l'Ouest depuis, mais lui et Romain étaient restés en contact via les réseaux sociaux et les invitations occasionnelles à des fêtes. J'ai tout déballé, chaque détail, le loyer gratuit, les dégâts, le vol, les fausses histoires tristes, la lettre. Grégoire est resté silencieux un instant, puis a marmonné, « Mec, je n'avais aucune idée que c'était si grave. » Je l'ai laissé digérer ça. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Peux-tu découvrir discrètement à qui Romain parle? Où il loge maintenant? S'il travaille ou s'il fait encore du canapé au pigne. Ne le mets pas au courant. Rassemble juste ce que tu peux. À ma surprise, Grégoire n'a pas hésité. Je m'en occupe. Au cours de la semaine suivante, il m'a donné des miettes. Des captures d'écran des publications Instagram de Romain, fanfaronnant avec des lunettes de soleil dans la Bugatti de quelqu'un d'autre, taguant des cafés et légendant des selfies avec des bêtises comme « empilé en silence ». Il sortait avec quelqu'un de nouveau, une fille nommée Clara, qui gérait un compte de fitness et postait fréquemment des citations motivantes sur des selfies filtrés. Plus important encore, Grégoire a appris que Romain racontait aux gens qu'il était partenaire dans une affaire immobilière. C'est là que j'ai compris. Romain utilisait mon nom. Grégoire l'a confirmé par une connaissance mutuelle. Romain disait à des amis qu'il était consultant pour une société immobilière, la mienne, qu'il était impliqué dans des affaires, que la propriété dans laquelle il vivait était son ancien projet de rénovation. Il ne mentait pas seulement. Il se donnait une image avec mon travail. C'est là que j'ai su quel devait être le coup final. Voyez-vous, je ne voulais pas seulement lui remettre des papiers. Je voulais lui servir la vérité en public. L'occasion s'est présentée plus vite que je ne l'avais prévu. Un de mes locataires, Émile, a mentionné qu'il avait été invité à un événement de réseautage pour les petits investisseurs immobiliers. Il était organisé dans un bar en rooftop du centre-ville. Quand il m'a transmis l'invitation, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Romain était répertorié comme co-hôte. J'ai fixé l'écran. Ce même sourire suffisant de Noël me regardait sur la bannière de l'événement. Romain Martin,
consultant et investisseur immobilier. J'ai confirmé ma présence sous un nom différent. 2 semaines plus tard, je suis entré dans le lieu, portant un blazer et un dossier en carton. Je n'ai pas fait de scène. Pas encore. J'ai juste observé. Romain se tenait près du bar, discutant avec 2 gars en polo décontracté et une femme en talons qui acquiesçait poliment tandis qu'il agitait les mains et parlait vite. Je n'entendais pas les mots, mais je pouvais deviner le discours. Capitaux d'investissement. Flux de trésorerie. Mon frère et moi, blablabla. J'ai commandé un verre et j'ai attendu. Quand il m'a finalement remarqué, son sourire a vacillé. J'ai levé mon verre et j'ai fait un salut moqueur. Puis j'ai fouillé dans mon dossier et j'ai sorti une seule feuille de papier. Pas le procès, pas encore. C'était une impression de son profil de co-hôte sur la page de l'invitation avec une note écrite à l'encre rouge en haut. Fausses déclarations de titres peuvent constituer une fraude. Je l'ai posé sur le bar et l'ai glissé vers la femme à qui il parlait. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Je n'avais pas besoin de rester pour l'explosion. J'avais des choses plus importantes à faire, comme déposer la plainte officielle dès le lendemain matin. Au moment où j'ai déposé la plainte, tout était déjà en marche. Juliette avait les documents prêts, les dommages documentés, les preuves irréfutables. Entre les rapports d'inspection, les estimations de réparation, les reçus de prêteurs sur gage, les photos et les propres réseaux sociaux de Romain. Nous l'avions cerné de 3 côtés. Le vol des appareils électroménagers et des tuyaux en cuivre à lui seul qualifiait des accusations criminelles. Le vandalisme facilement prouvé par des déclarations de témoins et des rapports d'entrepreneurs. Et le faux personnage qu'il avait construit en utilisant mon entreprise relevait de la fraude civile. Mais je n'ai pas déposé plainte juste pour gagner. J'ai déposé plainte pour exposer. 3 jours après l'événement, Romain a été officiellement signifié à l'appartement de Clara, ni plus ni moins. L'huissier a dit qu'il avait ouvert la porte en peignoir, clignant des yeux comme s'il venait de sortir du lit de quelqu'un d'autre, et avait murmuré « Vous plaisantez » en recevant les papiers. Clara aurait demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il a marmonné quelque chose à propos d'un malentendu avec son frère. Ce fut le début du délitement. Puis vint la retombée en ligne. La nouvelle s'est répandue rapidement dans nos cercles, surtout après que quelques personnes clés de l'événement de réseautage ont commencé à poster des commentaires passifs-agressifs sous les photos de Romain. J'espère que ce projet de rénovation n'est pas celui du rapport de police. Vous avez vraiment consulté pour l'entreprise de votre frère ou vous y avez simplement vécu gratuitement? Vous devriez peut-être mettre à jour votre profil LinkedIn avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour vous. Grégoire m'a envoyé des captures d'écran de Romain essayant frénétiquement de supprimer des commentaires et d'envoyer des messages directs aux gens pour gérer les dégâts, mais Internet n'oublie pas, surtout quand quelqu'un utilise votre nom pour étayer une fantaisie. Clara l'a largué en 1 semaine. Apparemment, elle croyait qu'il était un vrai investisseur. Elle a même posté un TikTok larmoyant sur le fait d'être tombée amoureuse d'un gars qui s'est avéré utiliser la réputation de son frère et mentir sur tout. Ça a eu plus de 80 000 vues. Je n'ai pas regardé l'intégralité, juste assez pour savoir qu'elle avait fini par le démasquer. Puis les audiences ont commencé. Romain ne s'est pas présenté à la première audience. Son avocat a déposé une requête en report, affirmant que Romain avait des problèmes de santé personnelle. Le juge a accordé une seule prolongation. Juliette a juste souri et m'a chuchoté, il gagne du temps. Il panique. À la date reportée, il est arrivé en retard, les cheveux ébouriffés, les vêtements froissés. Pas le garçon en or éloquent de Noël, juste un gars qui semblait ne pas avoir dormi depuis 1 semaine. Son avocat, un défenseur public, a essayé de le dépeindre comme un locataire confus qui pensait qu'il aidait à nettoyer l'unité. Mais le juge n'y a pas cru. Pas après que Juliette ait diffusé une vidéo de l'Instagram de Romain où il plaisantait sur la liquidation d'une vieille propriété où j'avais l'habitude de vivre. J'ai tout démoli, je suis reparti à zéro. On entendait ses amis rire en arrière-plan. Le juge n'a pas ri. Verdict, coupable de dommages matériels intentionnels, de retrait non autorisé d'accessoires et de non-libération des lieux après préavis légal. Les sanctions civiles comprenaient la restitution des frais de réparation complets, soit 134 782 €, plus 3 mois de perte de revenus locatifs et les frais de justice. Il avait 60 jours pour payer ou le tribunal mettrait une hypothèque sur son compte bancaire et saisirait ses futurs salaires. Et juste comme ça, Romain Martin, investisseur immobilier, était maintenant Romain Martin, défendeur et débiteur.
Mais je n'avais pas fini. 2 semaines plus tard, j'ai déposé une mise en demeure pour utilisation non autorisée de mon nom d'entreprise et de ma marque. Juliette s'en est occupée avec sa précision habituelle. Romain avait utilisé un vieux logo que j'avais enregistré des années auparavant, le plaquant sur de faux dossiers de présentation d'investisseurs et des publications immobilières pour gonfler son image. Une fois la mise en demeure reçue, toute trace devait disparaître ou risquer un autre procès. Son empire en ligne à moitié cuit s'est effondré du jour au lendemain. La fausse crédibilité, les transactions fantômes, tout a disparu. Et parce que la justice poétique aime le timing, j'ai reçu un appel du propriétaire du prêteur sur gage. Devine qui est revenu, a-t-il dit, en riant. Apparemment, Romain a essayé de mettre en gage des toilettes usagées et un micro-ondes cassé. Je pense qu'il est désespéré, a ajouté le type. Vous voulez porter plainte pour les autres choses? J'ai marqué une pause. Non, j'ai eu ce dont j'avais besoin. Le coup de grâce n'était pas légal. Il était personnel. 2 mois après l'affaire judiciaire, maman m'a appelé. Elle n'avait pas dit un mot depuis le dîner de Noël. J'ai laissé le message sur le répondeur. Son message était court. Antoine, je ne sais pas ce qui se passe, mais Romain dit que tu le poursuis en justice, qu'il est sans abri maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. 1 semaine plus tard, papa m'a envoyé un email. L'objet était juste « famille ». Mon fils, je pense que les choses sont allées assez loin. Tu as fait ton point. Ne peux-tu pas laisser tomber? C'est ton frère. Le sang compte. Je l'ai transféré à Juliette et lui ai dit de l'archiver. Pas de réponse. Puis, de nulle part, j'ai reçu un SMS de Romain lui-même. Antoine, tu penses vraiment avoir gagné? Antoine, tout ça pour une maison. Antoine, tu es pathétique. J'ai fixé l'écran, j'ai pensé à le bloquer. Puis j'ai tapé un message, moi? Il n'a jamais été question de la maison. Et c'était tout. Il n'a jamais répondu. La vie a continué. La propriété endommagée était entièrement louée, produisant plus de revenus que jamais. L'institutrice, Denise, m'a même envoyé une carte de remerciement pour avoir réparé le patio arrière. Mes autres unités améliorées, stabilisées, entièrement occupées. J'avais même commencé à consulter pour d'autres propriétaires, les aidant légitimement à se protéger du même genre de manipulation que j'avais subi. J'ai renoué avec Grégoire. Nous parlions régulièrement. Il a dit qu'il avait appris plus en me regardant gérer Romain qu'en 4 ans d'école de commerce. Cela signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Et une nuit, après tout cela, je me suis retrouvé de nouveau dans la cuisine, assis à la même table où cette lettre avait autrefois reposé. J'ai versé un verre de vin, j'ai regardé autour de mon appartement propre et calme. Les murs que j'avais peints moi-même, les étagères que j'avais construites, l'endroit que j'avais payé, protégé, gagné. Il n'y avait pas de bruit, pas de culpabilité, pas de jeu, juste le silence. Et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie d'adulte, que je me sentais libre. Non seulement de Romain, mais de la version de moi qui essayait toujours d'obtenir l'approbation de gens qui n'allaient jamais la donner. Alors non, je n'ai pas gagné parce que je l'ai poursuivi en justice. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de demander la permission de protéger ce que j'avais construit. Et parce que maintenant, quand je m'assois à ma table, je lève un verre et je repense à tout ce que j'ai enduré, il n'y a qu'une seule chose à dire. Cette propriété, elle est à moi.